Les talibans de retour au pouvoir 25 ans après leur chute en 1996 et le piège se referme sur les Afghanes et les Afghans qui veulent quitter le pays. Alors l'Europe va-t-elle leur tendre les bras ou va-t-elle se barricader? Va-t-elle pousser aussi la Turquie à prendre le relais comme elle l'a fait avec les réfugiés syriens notamment? Avec nous pour en parler en direct du Parlement de Bruxelles, Asita Kanko. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, membre de la NVA, de Bart de Wever, le parti nationaliste flamand. Avec nous également Gerald Knaus, président fondateur du cercle de pensée, cercle de réflexion ESSI, inspirateur de l'accord que j'évoquais entre l'Union européenne et la Turquie. Asita Kanko, on commence avec vous. Vous avez beaucoup réagi sur les réseaux sociaux sur le sort des femmes afghanes. Vous avez écrit des livres sur la condition des femmes dans le monde. Vous êtes féministe. Vous avez notamment écrit sur l'excision au Burkina Faso. Faut-il, selon vous, accueillir en Europe les femmes afghanes qui le souhaitent ? Je pense que c'est une question beaucoup plus compliquée que ça. Évidemment que je m'inquiète énormément pour les femmes afghanes parce que je sais ce qu'elles doivent subir, c'est horrible, c'est inacceptable. Maintenant, cela ne veut pas nécessairement dire que toutes les femmes afghanes soutiennent l'idée que nous avons de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc j'ai entendu dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui soutiennent la charia et qui soutiennent les talibans. Donc je pense que nous devons soutenir, accompagner, accueillir les femmes qui veulent vraiment s'émanciper et qui sont engagées pour la liberté. Est-ce qu'il faut nécessairement les accueillir en Europe? Il faut également soutenir dans la région un accueil des personnes les plus vulnérables. Il s'agit des femmes et des filles, mais aussi des gens qui ont aidé les forces occidentales face aux talibans et qui risquent d'être abandonnés comme les Harkis l'ont été. Et il faut également soutenir des journalistes qui sont en danger. Mais je répète qu'il faut envisager et financer un accueil dans la région. Et il faut partir du principe que l'Union européenne n'est pas la seule responsable dans cette histoire. Il faut qu'au niveau international, des pays comme les États-Unis prennent leurs responsabilités, mais qu'on implique également la Chine, qui ici voit seulement une transaction avec les talibans et ne pense pas à la question des droits humains. J'ai juste une question. Il y a des pays qui reçoivent de l'argent, on peut citer notamment l'Ouganda, mais pas seulement, qui reçoivent de l'argent pour accueillir des Afghanes et des Afghans qui ne souhaitent pas forcément aller dans ces pays. Est-ce que ça vous choque ? Je pense qu'ici, il s'agit de pouvoir être libre dans un endroit où on peut s'épanouir. Je ne pense pas qu'il faut réduire l'assistance aux personnes à une transaction. Donc, ça ramène aussi la question avec la Turquie. On peut décider de continuer à donner des munitions à Erdogan pour nous faire du chantage en tant qu'Union européenne, ou on peut être beaucoup plus actif, on peut anticiper. On aurait dû anticiper quand Biden est venu en Europe et que tout le monde lui a fait des yeux doux. Il y avait qu'Emmanuel Macron qui était un peu prudent. Et je crois qu'il faut que l'Union européenne se réveille et voit les choses de manière plus large, ne court pas après les faits comme elle le fait aujourd'hui. Donc on a vu qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par la présidente von der Leyen, qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hésitations, que des questions que nous avons posées ici au Parlement européen n'ont pas encore reçu de réponse. Et je m'inquiète énormément parce que je trouve que c'est absolument naïf de paraître surpris quand on voit ce qui se passe en Afghanistan. Donc c'est très inquiétant. Je pense que c'est un message très négatif qu'on envoie non seulement aux femmes en Afghanistan, mais aussi aux populations en Europe. On leur explique que dans l'avion géopolitique de l'Union européenne, il n'y a pas de pilote. Restez avec nous, Asita Kanko. On va vous reprendre dans quelques instants. Pardonnez-moi de vous couper, le temps file. On va voir Gerald Knaus. Gerald Knaus, on a vu ces images de femmes, d'hommes, d'enfants entassés dans cet avion cargo cet été. Est-ce que vous attendez ces prochaines semaines, ces prochains mois, à un exode massif ou non ? Le facteur principal qui va expliquer, va déterminer ce qui va se passer, ça va être la politique des États voisins. On a vu en Syrie, où il y avait des années, quand la Turquie a fait possible que les familles en Syrie ont pu entrer en Turquie sans visa. Et il y avait des millions de Syriens qui ont été accueillis en Turquie. Et après, la Turquie a fermé ses frontières. Depuis plusieurs années, c'est plus possible d'entrer. On peut voir la même chose au Jordan, au Liban. Alors c'est possible pour des États de fermer leurs frontières. Et pour cette raison, ça va être très important, les messages aussi de Bruxelles, pour parler avec les pays voisins, pour dire qu'on va les soutenir, mais aussi pour dire qu'on voit ses responsabilités, on va aussi
on va aussi réinstaller des réfugiés comme le Canada, les États-Unis et d'autres ont déjà promis. Restez avec nous, on va justement poursuivre sur cette politique migratoire de l'Europe. Il n'y en a tout simplement pas, en tout cas pas de manière commune, puisque pour l'heure, chaque pays agit en ordre dispersé. Certains construisent même des murs. Les précisions de Théa Bazdarevich. Un voyage éprouvant de plusieurs milliers de kilomètres, stoppé net. Pour beaucoup de migrants, la route s'arrête ici, dans la ville turque de Van, à la frontière avec l'Iran. Les autorités du pays n'ont pas attendu la prise de pouvoir par les talibans pour ériger cette forteresse imprenable. La Turquie, qui accueille déjà près de 4 millions de réfugiés syriens, refuse d'en faire davantage. La Turquie n'a pas le devoir, ni la responsabilité, ni l'obligation d'être le dépôt des migrants de l'Europe. Une fois que nous fermerons nos frontières et renverrons les migrants irréguliers chez eux, c'est à eux de décider où ils iront. Mais où aller lorsque toutes les portes se ferment les unes après les autres? Aux confins de l'Est de l'Europe, on se barricade aussi. À Krinki, en Pologne, le chantier n'en est qu'à ses débuts, mais bientôt, ces barbelés seront doublés d'une clôture en béton haute de 2,5 mètres sur plus de 180 km. Un mur censé enrayer l'arrivée des migrants. Ce mois-ci, plus de 3000 d'entre eux ont tenté de rejoindre l'Europe en passant par la Biélorussie, juste derrière cette forêt. Des migrants, originaires pour la plupart du Moyen-Orient et source de vives tensions entre Minsk et les 27, qui reprochent à la Biélorussie de faciliter leur passage. Si la Biélorussie permet aux migrants d'entrer dans l'Union européenne, c'est parce qu'elle veut se venger des sanctions que lui impose Bruxelles. Le régime biélorusse doit arrêter d'instrumentaliser ces personnes. L'Europe inquiète à l'idée d'une nouvelle vague migratoire similaire à celle de 2015. À l'époque, plus d'1 million de demandeurs d'asile avaient déferlé sur le vieux continent. Gérard Knoss, 6 milliards en 2 fois, c'est ce qu'a touché la Turquie dans l'accord conclu avec l'Union européenne pour empêcher les réfugiés syriens d'entrer au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, le président Erdogan dit « Je ne veux pas supporter un fardeau migratoire supplémentaire ». La question, elle est simple, on fait quoi ? C'est très clair que la Turquie, qui est depuis des années le pays du monde avec le plus grand nombre de réfugiés, il y a une forte pression de l'opposition contre le président Erdogan pour ne pas laisser d'autres réfugiés entrer. Il y a déjà des tensions en Turquie même. Alors c'est clair que la Turquie ne va pas ouvrir ses portes. L'Union européenne doit faire 2 choses. Doit montrer qu'on est prêt, spécialement quelques pays qui ont le sentiment d'une responsabilité vers l'Afghanistan, qui sont prêts de réinstaller des gens directement, comme on a fait dans la crise des années 70 et 80 avec les boat people vietnamiens. On doit offrir ça. On ne peut pas attendre que des pays voisins vont porter le fardeau tout seuls. Oui. Et d'autrement, il faut bien montrer un exemple. Si plusieurs dizaines de gens à la frontière de l'Union européenne à l'Est créent déjà un état d'urgence, ça ne donne pas un bon signe aux autres pays, les voisins de l'Afghanistan, de laisser des réfugiés entrer. Alors, il faut être quand même cohérent. Ouais. Asita Kanko, on vous retrouve au Parlement de Bruxelles. Est-ce qu'au fond, si l'Union européenne n'arrive pas à trouver une politique migratoire et d'asile commune, c'est parce que la question est éminemment sensible et que, comme ça s'est passé chez vous en Belgique, ça peut faire exploser un gouvernement? Je pense notamment à l'accord de Marrakech au pacte migratoire. Est-ce qu'il n'y a pas de la récupération politique? Vous êtes vous-même dans un parti nationaliste qui a plutôt intérêt parfois, justement, disons-le clairement, à surfer sur ces questions sensibles. Oui, je souris parce que votre dernière précision, enfin, je dois la rectifier. En fait, mon parti, l'ANVA, est un parti de centre-droit qui est totalement sur la même ligne que les Républicains en ce qui concerne un certain nombre de choses et sur la même ligne que Emmanuel Macron en ce qui concerne la lutte contre l'islamisme, par exemple. Quel rapport entre l'islamisme et la question migratoire, Madame la députée, s'il vous plaît? Quel rapport entre la question migratoire il y a un rapport très fort
Aujourd'hui, voilà, et le rapport, il est évident. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Afghanistan, où des femmes et des filles doivent être protégées. C'est face à l'idéologie meurtrière des talibans qui détestent le monde occidental, qui détestent les valeurs des Lumières, qui détestent les femmes et les filles. Si on regarde ce qui se passe dans le Sahel, dans la région du Burkina Faso, où je suis née, où j'ai vécu la misogynie, c'est aujourd'hui encore des djihadistes qui sèment le chaos et qui forcent des gens à s'enfuir. Si on regarde ce qui se passe en Syrie, donc aujourd'hui... Mais tous les migrants ne sont pas des djihadistes, Madame la députée. Du continent des Lumières pour se diriger... Moi, je n'ai jamais encore vu quelqu'un qui a payé des trafiquants d'êtres humains pour aller se cacher en Iran, en Afghanistan, ou aller se cacher dans un État islamique. Aujourd'hui, on a des gens qui bougent d'un coin du monde vers l'autre parce qu'ils sont à la recherche de la liberté. Donc, ce que moi, je voudrais, c'est préciser le fait que nous devons toujours être du côté des gens qui cherchent la liberté. Mais la NVA ne veut pas les accueillir en Belgique, par exemple. Mais la NVA ne veut pas accueillir. La NVA ne veut pas les accueillir en Belgique. Votre parti ne veut pas les accueillir. Ces victimes du djihadisme. En fait, ce que vous dites n'est pas vrai, bien au contraire. D'ailleurs, on a accueilli le plus de victimes pendant qu'on était au gouvernement avec des visas humanitaires. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas porte-parole de la NVA devant vous aujourd'hui. Je suis une élue NVA, mais je représente tous les Européens. Je siège au Parlement européen, pas pour travailler pour les gens qui ont voté pour moi uniquement, mais pour travailler pour tout le monde et défendre ce que j'ai toujours défendu toute ma vie, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, il y a des critères clairs au niveau international, des critères juridiques clairs au niveau international et au niveau européen, pour pouvoir choisir les personnes qui sont les plus vulnérables. Et à mon sens, aujourd'hui en Afghanistan, ce sont les femmes et les filles, et ce sont également des journalistes, des activistes. Nous avons soutenu la demande du gouvernement actuel également pour évacuer des personnes qui étaient des activistes qui défendaient les droits des femmes. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre ce raccourci. Merci. Au contraire, on défend ces droits-là. Mais on voudrait surtout ne pas arriver dans une situation de ce genre-là. Donc il faut prendre en compte le fait que l'idéologie des talibans est intacte et qu'il faut la combattre par l'éducation et par un investissement plus en profondeur. Il ne faut pas sponsoriser la corruption comme on l'a fait souvent ces 20 dernières années. Merci beaucoup à Sita Kanko d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct sur TV5 Monde. Merci beaucoup à vous également, Gérald Knauss, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes.